Hello, hello la team, comment ça va? Bah écoute, je crois que les nouvelles sont plutôt bonnes. La tech est très très bonne, messieurs, ce soir. Profitez parce que la tech, elle est s'est bien super améliorée. bonne. Hein. La tech, elle a s'est pris bien 20% là. Oh là 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 là, quel bonheur. Comment vous allez? Du coup, c'est ouverture de la chasse aux sorcières. Ceux qui avaient dit que ça va aller plus bas, ils vont vous dire, je vous l'avais dit, il fallait tenir. Bref, Tout le monde a tort et tout le monde a raison. C'est ça qui est beau. Tout le monde va se faire insulter d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est le bull run qui paye, ça. Quel plaisir. La réalité, c'est ceux qui ont raison, c'est ceux qui sont in. Et ceux qui ont tort, c'est ceux qui sont sortis au plus bas. Voilà. C'est pas de bol. Voilà. Des Qu'ils se bottom sellers. dénoncent. Où ils sont les bottom sellers là dans le chat? Dénoncez-vous. Qui a posé le bottom là? En vrai, ce qui est fou, c'est que par rapport au moment où j'ai vendu, BTC est toujours sous le prix auquel j'ai vendu, Ether aussi, Solana largement, XRP non, bon ADA on va pas en parler, Hype aussi, enfin quasiment tout est en dessous du prix auquel j'ai vendu pour l'instant. Mais il est vrai qu'il se passe des choses. Il ne faut pas nier, mais... Disons Los Thermos, Picsou a vendu. Il l'a tweeté. Qu'est-ce que j'ai fait dans la mesure du possible? J'ai vendu mes petits Solana depuis mon téléphone mobile. Et cette semaine, en voyant ce Solana plus bas que terre, je me suis dit, putain, faut que je revienne voir mon amoureux. Donc j'en ai racheté. Je l'ai pas tweeté parce que j'avais pas envie de le tweeter tout simplement. Et gros coup de chat, annonce de l'ETF, puis ça. Donc plutôt cool. Voilà, plutôt cool. Et me voilà de nouveau ultra surexposé de la mort à ce marché. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce dont on va parler dans cette émission. Je pense qu'on va pouvoir spéculer beaucoup sur l'avenir court-moyen terme. Pour le coup, moi, j'avais mis des ordres sur BTC de 50-60K jusqu'à 85K. Et du coup, tout ce qui était en dessous de 85-86K, je me suis fait fil sur BTC. J'avais mis aussi des ordres sur Hype de 7-10$ jusqu'à 19-20. Et je me suis fait fil une petite partie. Et puis là, quand il y a eu les news, du coup, j'ai pris position instant comme un énorme dégène parce que je me suis dit que l'annonce était assez grosse pour que ça se fasse pas full retrace dans la seconde, quoi. Et du coup, j'ai bid Solana, XRP et ADA. Je pense qu'on avait déjà pris 5-10% honnêtement. Et après, j'ai décaissé vers 17h50. C'était quoi ton indicateur pour sortir? En fait, le truc, c'est que genre BTC commençait à... En fait, BTC, à mon sens, au moment où j'ai vendu, était déjà une localisation qui était assez critique et qui est une localisation où genre on peut avoir des réactions virulentes, tu vois. Genre soit on squeeze super fort à la hausse et c'est possible, soit genre on rejette parce que c'est le bas du précédent range. Et vu que j'ai vu BTC partir en ligne droite et je me suis dit si, pour une raison XY, BTC retrace un peu et que on se rend compte que les US vont pas acheter des cryptos avant un bon moment et que on parle peut-être que des cryptos saisies et que ça va être voté par le Congrès, mais enfin ça va prendre du temps, etc. Je me suis dit, je prends mes profits, j'ai pris un très beau chèque pour très peu de minutes dans le marché et puis voilà. Donc là, en gros, résumé de mes positions, j'ai un petit peu de BTC, j'ai un petit peu de hype, mais moins que BTC. Et j'ai un bag global qui a encore plus de stablecoin qu'avant parce que j'ai pris le run sur XRP, Sol, ADA. Et maintenant, je patiente parce que, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses très, très intéressantes qui se passent, etc. Et peut-être que je suis biaisé, hein, je vais être clair, hein, c'est très possible. Hein. Mais j'ai pas envie de me jeter la tête la première dans le marché alors que j'en retrouve une super euphorie en 1 heure, 2 heures. Et qu'on est sous résistance weekly sur BTC en fait. Donc, calma. Acheter, disons, là maintenant, un plus 20% à minima sur n'importe quoi, sur une annonce, pas sûr que ce soit le truc le plus smart à faire. De toute façon, c'est smart pour les ETF avec BlackRock. Bien sûr. Mais bon, j'irai pas all-in tout mon bag là maintenant, en mode tout ce que j'ai en stablecoin maintenant. Moi, je suis toujours partisan du wait and see. Et on est surtout dimanche aussi. Et on est dimanche, il y a l'ouverture lundi, il y a eu pas mal de news macros. Faut voir comment les marchés vont réagir. Beaucoup de choses. Donc, pas besoin de se précipiter. Hein, dans tous les cas. Boomers vont pleurer parce que les boomers. Oui, c'est un bottom sell. Les boomers, globalement, actuellement, ils ont bottom sell. En gros, leur semaine, c'est fini à 84 000 $. On est à 93 000 $. Donc, en fait, je me pose la question de
Genre, qu'est-ce qui se passe sur les futures, genre CME? Genre, quand t'as coupé tout le week-end et que t'as une bougie de genre 10% qui peut enculer là les shorts d'un coup. Qu'est-ce qui se passe quand ces gens-là qui ont pas pu, vu que c'est arrivé le week-end aussi, eux, ils ont pas pu participer, entre guillemets, à buy the rumor, sell the news, ou buy the news, sell the news, j'en sais rien, peu importe, mais ils ont pas pu être actifs aujourd'hui. Et du coup, je me demande ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, à mon sens, c'est que une opinion personnelle, etc. C'est pas parce qu'on a une bonne news qu'il faut genre FOMO et tout y aller en mode levier, genre all-in, etc. Moi, je me suis permis de le faire sur la news parce que je savais que ça allait être un truc assez court terme et j'allais pas garder ma position longtemps et parce que j'ai aussi un peu plus d'expérience, etc. Mais voilà, j'ai pas envie non plus que les gens se disent voilà, to the moon et on y va comme des zinzins. Peut-être que c'était la bonne décision, hein, peut-être que c'est la bonne décision, mais je le recommande pas nécessairement parce que bah voilà, en fait, globalement les gars, la question c'est est-ce que cette news change quelque chose par rapport à la situation précédente dans laquelle on était? Et sur BTC ETH, pas vraiment. Parce qu'en fait, en gros, le débat c'est est-ce que les US vont accumuler des cryptos en les achetant ou est-ce que les US vont accumuler des cryptos en ne vendant pas celles qu'ils ont en leur possession? Ouais. Et du coup, sur BTC, ETH, je crois qu'ils ont surtout du BTC saisi. Je pense pas qu'ils ont de l'ETH, mais globalement, ça va dans ce sens de on ne vendra pas ces cryptos et on se crée une réserve stratégique qui est déjà grosse par rapport à ce qu'ils ont saisi. Après, j'ai pas fait l'état des comptes. En fait, le vrai sujet, au-delà de ça, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. À quel horizon ils passent à l'action aussi? S'il faut une réserve, quand est-ce qu'ils achètent? Dans quelle proportion? C'est ce que disait Tisma. Et aussi, qui a d'autres? Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle, pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les annonces qui ont été faites? C'est BTC, Ethereum, Solana, Ripple, donc XRP, et Cardano. ADA. Et d'autres crypto-monnaies. Qu'est-ce qui définit le d'autres crypto-monnaies? Est-ce que c'est des cryptos made in America? À ce moment-là, catégorie CoinGecko, made in USA, t'as Hedera, donc HBAR, t'as XLM, Stellar Lumen, t'as Sui et potentiellement d'autres. Est-ce que c'est la capitalisation? Est-ce que c'est l'effet de réseau? Je peux peut-être aussi argumenter. En fait, la question que je me pose, c'est quand l'État américain dit on va acheter des BTC, j'en sais rien. Enfin, globalement, c'est ce qu'on en comprend. Est-ce que ça va être uniquement via des ETF ou est-ce qu'ils vont le faire, j'en sais rien, par Coinbase et custody eux-mêmes ou via Coinbase Prime? J'en sais rien parce qu'en fait, je me dis que peut-être que c'est... Enfin, je me dis, philosophiquement, ils ont quand même envie de posséder leur private key. Mais s'ils sont pas dans cette philosophie-là, tu peux aussi te dire que ils peuvent acheter uniquement ce qu'il y a via ETF et ils vont faire en sorte d'avoir des ETF sur tout, le plus vite possible. C'est bizarre quand même de passer par des ETF. Hein, je suis d'accord. On sait jamais. Hein. Tu remettrais quand même ta custody à une entreprise privée, quoi, de ton pays. Je suis en mode, bon, tu vas peut-être posséder tes clés privées, tu vois. Mais... Par expérience, je crois que l'Union européenne ou les États-Unis avaient remis l'audit de certaines banques ou de certains trucs à BlackRock à un moment aussi. Mais pendant la crise des subprimes et tout. Pendant les crises des subprimes, ils ont appelé BlackRock en premier, je crois, pour... Non, mais même pour les infras. Pour les infras, il y a des contrats avec Amazon AWS, il y en a avec Microsoft. Voilà, hein, les US bossent avec des entreprises US. Je pense que les entreprises de Musk aussi, tu vois. Donc, est-ce que ils vont imposer des choses aussi aux gens qui sont sur ces protocoles? Je sais pas. Est-ce que tu es en contact direct ou pas? Est-ce qu'ils les achètent directement à la fondation ou pas? En fait, tout est sujet à spéculation et c'est voulu. En fait, il faut savoir que Musk et Trump, c'est des businessmen et c'est des gens qui adorent manipuler les marchés. Et il n'y a pas de hasard. Hein. Si ça commence à parler des altcoins, c'est pour une raison. S'il y a eu ensuite BTC, Ethereum, c'est pour une autre raison. S'il ne dit pas les autres crypto-monnaies, en sachant qu'il dit qu'il y aura d'autres crypto-monnaies de valeur, c'est un autre sujet. En fait, tout est soumis à spéculation. C'est de la pure manipulation. Pour moi, il n'y a rien de précis. Ouais, mais c'est de faire ça un dimanche. C'est de faire ça un dimanche. Ça c'est très étonnant parce que le président qui prend une décision sur un sujet comme ça qui est pas ultra prioritaire un dimanche, c'est non. Ouais. Disons qu'en plus c'est tout aussi flou que les premières annonces qu'on a eues quand il a fait fin janvier, du coup, quand il a été élu, qu'il a commencé à dire ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, puis on s'est dit ah oui, mais ça va prendre des millions d'années pour faire tout ce que tu veux faire là en termes de régulation et tout le bordel. Et au final, l'annonce qu'il a dit là, c'est juste on va avancer sur le sujet, grosso modo. On fait un groupe de travail sur le sujet et qu'est-ce qu'on fait de l'info? C'est très cool, hein, moi je suis très content. Mais fondamentalement, ça va pas arriver demain, donc c'est pour ça qu'il faut pas se presser, etc. Mais même si ça reste très bien pour le marché crypto, attention. Mais vous avez vu l'insider sur Hyperliquid. Mais du coup, l'insider qui a coupé ses... Alors déjà, la news était sur XRP,
Sol et Cardano, ADA. Lui, il a long BTC et ETH, qui n'ont rien à voir avec ça. À ce moment-là, il a tout coupé quand BTC était à 87K. Et ensuite, Trump tweet sur BTC et ETH après que l'insider potentiel, on n'en a aucune foutue idée, est vendu. Donc, c'est-à-dire que même l'insider, il en est... Apparemment, Aztec a fait un tweet, je vais regarder ça. Pour dire que c'était pas lui. Ah, ok. Ouais, il a dit je suis long de plus de 100 M, mais c'est pas moi. Voilà. Et qu'il n'avait pas d'infos et compagnie. En tout cas, il y a le David Sachs qui nous dit more to come, tu vois, avec le Crypto Summit qui va arriver. Donc tout est sujet à spéculation. Il y a un summit du coup à la Maison Blanche vendredi, de ce que j'ai compris, où le gouvernement et les élus vont rencontrer les gens qui participent au crypto, genre un peu comme le Crypto Ball, mais pour quelque chose de plus concret, vu que il est maintenant président, alors qu'au Crypto Ball, il n'avait pas encore eu son investiture, s'il ne lui avait pas empêché de lancer un Bitcoin. Mais moi, je quitte ce bateau le jour où il dit qu'il met du Trump dans sa réserve nationale. Bon, c'est vraiment... Oh non. Non, mais ce cauchemar existe. Il faut réaliser que ce cauchemar existe. Moi, je n'y crois pas. Mais le jour où ça arrive, je crois que je veux plus entendre parler des cryptos. Et d'ailleurs, j'ai dit sur Twitter, en vrai, on se fout de savoir ce qu'ils mettent dans la réserve. Genre, fondamentalement, c'est des trucs... Moi, je comprends pas pourquoi ils mettraient du XRP, du ADA dans le truc là, par faire plaisir aux copains, quoi. Je donc, sais fondamentalement, pas à quel point ils ont prenez ça comme du buyback. Ou peut-être qu'ils ont regardé quelles cryptos étaient les plus... Déjà, quelles cryptos sont américaines. En fait, c'est très simple. C'est que, en fait, si tu regardes sur CoinGecko ou CoinMarketCap, enfin, peu importe, les cryptos américaines les plus capitalisées, c'est celles qu'il a citées. Hein. Et puis, tu as Ripple aussi qui était en affront contre la SEC. Cardano, je sais pas à quel point ils ont milité et à quel point ils ont fait du bien. Parce que si ça se trouve, tu sais, nous, Cardano, bon, on n'est pas intéressés et tout. Mais ça se trouve, le Charlie Hoskinson, là, il a fait un lobby hyper important sous Biden. Et c'est peut-être pour son lobbying qu'il a été récompensé, tu vois. Charles Hoskinson, il va aller se faire... Hein, il nous fait des sorties dérapage, des trucs de fou furieux. C'est le fou du bus. Personne n'est sur Cardano. C'est encore Valo. On ne sait, personne ne sait pourquoi. Aujourd'hui, il y a les Américains qui veulent acheter son token. Est-ce que nous vivons dans une putain de simulation ou pas? En tout cas, les gens qui travaillent le plus ne sont pas ceux qui sont récompensés de ce que je vois. C'est beau, ça, à méditer. À méditer. Gamberge. Mais en tout cas, c'est fou. En tout cas, très content de tous vous retrouver ici sur le live, les potes. On est déjà à plus de 1100. C'est assez ouf. Incroyable. Donc, merci pour la force. Et honnêtement, que dire? Vous aviez des sujets spécifiques à traiter cette semaine? Capet, tu t'étais pris des notes, tu m'as dit? J'ai pris rapidement des notes, mais honnêtement, le sujet, c'est ça. On sait que la SEC, elle a lâché Consensus. Donc, elle est en train de lâcher toutes ses attaques en cours. C'est le champ libre pour les acteurs du marché. On a Vitalik qui nous dit qu'il a envie de valoriser un petit peu plus l'Ether au sein de l'écosystème des roll-up, en essayant de voir comment ça peut se faire avec les fameux native roll-up, qui seraient différents des base roll-up d'ailleurs. Donc, on n'a pas plus d'informations. Donc, au final, c'est comme d'habitude, on souhaiterait faire, mais donne-nous du concret, copains. Bref. Donc pour moi, le sujet, c'est ça. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent, le sujet, c'est Léo, t'as eu les couilles de dire je sors. Là, t'es en live, tu es le prophète. Non, je rigole, je te mets pas cette pression sur les épaules. Qu'est-ce que t'aimerais voir, en fait? Qu'est-ce que t'aimerais voir à court terme? En fait, honnêtement, c'est pas... Enfin... Attends, je vais partager mon écran, je pense que c'est plus simple. Hop, je ferme tout, pas de bêtises. Ok, hop. Vous voyez mon écran, non? Parfait, c'est tout bon. Yes. Ouais, en fait, le truc qui est assez intriguant, c'est que historiquement, des mèches comme ça, on les laisse jamais. Cite-moi une clôture weekly où t'as une mèche aussi grande. Tu veux dire en log, des mèches comme ça se fait souvent retester. Alors, ici, on a eu ça parce qu'il y a eu SVB. Est-ce que ce sera la même chose d'une certaine manière parce qu'il y a, je sais pas, des États-Unis ou quoi que ce soit? Mais historiquement, ces mèches comme ça, ces big mèches, on aime bien les retester, on aime bien les travailler, etc. Même dans le passé, j'en trouve pas beaucoup des mèches. Hein. Là, c'est la crise Covid, mais rien de comparable. Ici, on t'a une grosse mèche, ça a été retestée. Ici, t'en as une grosse, mais je crois que c'est même pas aussi gros que ça. Enfin, peut-être que j'ai de la merde, mais statistiquement, le fait que cette mèche soit en clôture comme ça et que genre on reteste pas ce qu'il y a dedans et qu'on part tout droit, ça me paraît assez faible. Après, peut-être qu'encore une fois, je suis dans le déni, qu'on n'est jamais allé chercher. En plus de ça. Bah, en fait, c'est surtout que les mèches comme ça, souvent le marché aime les retester, en fait. Et après, d'un point de vue bull, c'est la clôture qu'on veut voir. On va pas se mentir.
d'un point de vue bull, tout le monde a envie de voir une clôture dans le range, etc. Et d'ailleurs, Bou, il rigolait, il était en mode non, mais moi je lui disais, on n'a pas clôturé en dessous du range. Et en vrai, on rigolait tous les deux parce qu'on n'avait pas clôturé en dehors, mais c'était très peu probable qu'on le réintègre. Et là, bon, après, il nous reste 5 heures, hein, mais actuellement, on est back dedans. Par miracle. Après, en 3 jours, tu as ces EMA là. En daily, on est plus ou moins aussi ici. On est sur une grosse zone de résistance qui était auparavant une reload zone aussi acheteuse. Donc 61-78% de retracement, c'était assez intéressant de défendre. Donc pour moi, en fait, ici, tu as un niveau weekly qui est ultra big. Même en mensuel, tu vois. Même en mensuel, on est sur un niveau qui est ultra big. C'est un niveau sur lequel on a trouvé du support 2 mois. Puis en dessous, on est repassé en dessous, puis là, on est en train de retester. Donc, voilà, moi, pour moi, c'est compliqué de in dans ça. En fait, le scénario qui me baiserait, honnêtement, pour être tout à fait honnête, ce serait le fait qu'on fasse ça, genre. Juste qu'on parte en ligne droite. Mais au pire des cas, si on réintègre et qu'on range ici, tu vois, genre ça peut me permettre de re-in. Si jamais on a davantage de consolidation et qu'on repasse au-dessus, là, on marquera un énorme W weekly, là, ça peut être sympa. Mais acheter ici sous résistance, ça m'intéresse pas, en fait. Ou sur résistance, moi, ça me paraît compliqué. Donc, qu'est-ce qui peut me permettre de re-in, honnêtement, qu'on réintègre dans le range, donc d'ici 5 heures qu'on clôture ici, au-dessus des, disons, 93 000 $. Idéalement, qu'on refile ou qu'on reteste un peu cette mèche et que on reclôture après juste au-dessus. Ça pourrait être un premier scénario. Un deuxième scénario, ce serait juste qu'on consolide davantage ici. Ou un autre scénario, c'est que ici, on rejette et on pousse plus bas, genre soit dans une zone... mais globalement, je peux pas acheter un truc vertical, en fait. C'est aussi simple que ça. J'aurais pu acheter vertical si la déviation était plus faible. Dans le sens où, genre, si on avait fait ça, et que là, on avait cette news, on avait fait ça... Là, je veux bien racheter direct à réintégration du range avec un SL en dessous, etc. Mais genre, globalement, là, t'achètes ici en partant du principe que le bottom est in, ce qui est possible. Mais c'est-à-dire que tu risques ça au minimum, hein. Pour gagner, pour espérer gagner au moins ce que tu risques, tu dois au moins aller à 110 000 $, tu vois. Donc le risk-reward est dégueu. Est-ce qu'on a des risk-rewards intermédiaires qui sont pas mal ? En fait, le problème, c'est que si tu te places ici avec un SL ici, je sais pas, en vrai... le risk-reward n'est toujours pas très très bon. Donc moi, en fait, d'un point de vue risk-reward, j'ai pas ce qu'il me faut pour pouvoir rentrer sereinement avec de la size, etc. Je préfère limite racheter plus haut ou une consolidation dans le range que acheter ici sous résistance weekly mensuelle et tenter un truc un peu fou, quoi. Et question, donc imaginons que tu étais très exposé avec ton expérience. Là, est-ce que ce serait une zone pour vendre pour toi ? Là où on est ? Là où on est actuellement, ouais. En fait, c'est ce que disait Tisma. En vrai, c'est une bonne zone pour te hedge, mais c'est pas... Genre, moi, j'ai pas envie de vendre mes BTC ici. Enfin, ce que j'ai acheté ici, j'ai pas envie de le vendre. Parce que j'estime que mes achats ici, ils sont quand même bons, quoi. J'ai eu l'opportunité d'acheter en dessous de 86K. Est-ce que j'ai vraiment envie de vendre ici ? Non. Est-ce que j'ai envie de short pour autant ? En vrai, c'est vraiment tentant, honnêtement. Hein. Mais il y a beaucoup de momentum. Et le fait de faire un dip et de retester instantanément le truc, c'est pas un truc qui m'excite non plus. Donc moi, sincèrement, j'ai pas envie de rajouter du levier dans tout ça. Et j'ai juste envie de donner du temps au prix pour savoir, déjà pour avoir plus d'éléments, tu vois, savoir à quel point c'est sérieux. Moi, j'estime que si le prix continue à run à partir d'ici, c'est que c'est vraiment sérieux. Genre si on commence à rejeter ici, etc., il y a un monde où on retrace un peu une partie, etc. À ce moment-là, je me dis, il y a eu juste un super enthousiasme et un retest parfait de la résistance. Donc moi, ça peut paraître con, mais je peux pas acheter une résistance et on n'a toujours pas clôturé au-dessus du range, donc je peux pas acheter ça non plus. Pour moi, en fait, les bonnes décisions, je les ai prises jusqu'à maintenant, tu vois. J'ai vendu là. J'ai acheté un petit peu de BTC dans cette zone-là, donc globalement on m'affile ça. Et maintenant je patiente, tu vois. Genre même si on retourne ici, je peux plus ou moins racheter le même prix que j'ai vendu, et en plus au passage j'aurais acheté du BTC sous 86K. Genre. Donc franchement en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est pas de précipitation. C'est genre on a un ADA qui a fait x2 en 2 heures, même pas. Solana, c'est un peu moins le cas, mais voilà. Et pour autant, la trend fondamentale sur Solana, elle a pas vraiment changé, tu vois. Clairement. Là, on a réintégré ce range et on est en train de retester la bande supérieure, tu vois. Donc, franchement, j'ai pas envie de me précipiter. J'ai envie de voir ce qui va se passer cette semaine, les infos qu'on va voir, à quel point ça va être sérieux sur BTC, etc. Pour l'instant, je peux pas agir dans ces conditions-là. Très clair.
Et c'est pour ça que c'est important de mettre des ordres limites en avance, tu vois. C'est exactement ce que j'ai dit. Je savais pas où on allait bottom ou si on allait bottom. J'ai juste mis des ordres dans une fourchette très large qui m'intéresse. Et content que c'est réagi pour l'instant, et puis on va voir. Picsou, t'es pas assez boule. Bah, genre factuellement, on a eu un range qu'on a cassé par le bas. On fait une mèche qui statistiquement, genre, j'ai du mal à croire qu'elle soit jamais refill ou un peu retestée. Et on me demande de prendre une décision un dimanche. Bon. J'ai vu mieux comme environnement pour prendre une décision et moi sincèrement j'ai encore plus de BTC à racheter avec les profits que j'ai fait avec cette journée avec un pump de fou sur Cardano, etc. Donc en fait je suis encore en position de force. Le seul moment où le marché peut ne pas me mettre en position de force dans une perspective de manque à gagner, hein, parce que je ne perds pas de l'argent si le prix monte, hein, qu'on soit clair. C'est si jamais on run vraiment tout droit à TH et que ça part en couille. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Très clair. Ça donne en sachant qu'il faut savoir que Picsou, excuse-moi frérot, Picsou, quand il vous explique ça, il vous parle uniquement du graphique et du prix. C'est important de le rappeler. Il fait totalement abstraction de la politique, des fondamentaux, de machin. Il vous dit exactement... Ça dépend, tu vois. Mais je regarde surtout le prix. Et après, quand il y a des news qui fondamentalement peuvent changer le marché, du style BlackRock qui demande un ETF, en plus du fait que, à ce moment-là, quand ils ont demandé un ETF, on a rebreaké cette grosse zone de support qu'on a retesté plein de fois. Tu vois, quand on a les deux qui vont dans le même sens, c'est parfait. Mais là, même fondamentalement, cette news, comme on l'a expliqué juste avant, on sait pas où elle nous mène, quoi. Et on sait pas à quel temps, etc. Ils disent qu'ils veulent donner plus d'informations vendredi. Bah, déjà, ça donne une semaine au marché pour agir, quoi, pour réagir, j'en sais rien, mais voilà, tranquille, les gars. C'est mon conseil, tranquille. C'est pas parce qu'il y a une bonne news que hop, on est reparti, on y reva à fond, on met du levier, alt season, c'est parti. Oui, le président des États-Unis a faim, mais on n'a aucune foutue idée de la temporalité. Alors après, ça peut changer très vite. Aussi dans la semaine, si on nous donne un petit peu de grain avant l'annonce de vendredi, mais je pense que tout est soumis à spéculation et qu'en fait, on va juste spéculer jusqu'au summit de vendredi potentiellement. Bah, tu vois, genre, si jamais on me donne un retracement sur les 38% ici avant vendredi, en vrai, ça te donne, si jamais tu veux prendre du levier ou si jamais tu veux retrouver une zone où tu as un bon risk-reward, là, c'est intéressant parce que, genre, là, tu peux risquer à la limite ça, si jamais tu le souhaites. Et dans le cas où on réintègre le range, l'objectif, c'est la bande haute du range, voire en ATH. Et à ce moment-là, tu te retrouves avec un risk-reward qui est extrêmement intéressant. Mais là, c'est pas du tout le cas, en fait. Donc, juste chill, les gars. Juste chill. Pour ceux qui étaient dans le marché, je pense que ça change plus ou moins rien pour vous. Enfin, si ce n'est que ça met un peu du baume au cœur et que vous êtes content à court terme. Et pour ceux qui sont en dehors du marché, je pense que fondamentalement, ça envoie un signal, mais qui est encore trop flou par rapport aux infos que ce signal contient, quoi. Enfin, c'est quand on a eu BlackRock qui nous a dit on va faire une demande d'ETF et que tu sais que 99% du temps ça passe, t'as plus de garantie qu'un président qui dit je veux faire ça, mais derrière faut que tout le monde vote, faut que tout le monde soit d'accord, tu sais que ça peut prendre du temps, etc., quoi. Et surtout on n'était pas du tout au même prix, quoi. Autre question. Tu nous as parlé exclusivement de Bitcoin pour le moment. Pourquoi est-ce que ETH a son mot à dire? Parce que les gens qui nous écoutent sont surtout dans les altcoins. Moi, je parle de BTC parce que c'est lui qui dicte tout, tu vois. Enfin, genre même aujourd'hui, je sais pas si les alts auraient autant poussé si BTC n'avait pas autant poussé. Et parce que c'est lui qui me donne le biais surtout, parce qu'en fait, Ether ne permet pas vraiment d'avoir un biais, c'est BTC qui te donne ton biais pour derrière exposer ou désexposer du marché, et c'est exactement ce que j'ai fait il y a 10 jours, quoi, un truc comme ça. Voilà, Ether, il a fait une chasse en dessous du support, qui est plutôt cool. Mais c'est juste, moi, ce qui m'embête, c'est notamment ça, c'est le fait que on a chassé, mais on n'a pas tout chassé. Et peut-être que je suis trop exigeant, mais si tu regardes dans les lots qu'on avait à chasser, donc sur les futures Binance, tu vois qu'on a tout raclé sauf ce lot. Et qu'en plus de ça, si juste tu t'intéresses à Ether et à sa structure, pour l'instant, on essaye de défendre ce lot, et donc de défendre la dynamique haussière en weekly et en mensuel. Mais là, on est en train de on a retracé toute la hausse, quoi. Donc c'est pas le truc le plus bullish que j'ai vu, quoi. Contrairement à BTC qui lui a retracé, disons, peut-être 50% de la hausse et se fait instantanément racheter, quoi. Donc pour moi rien n'a changé sur Ether, hein. Oui. Et donc de facto sur les alts. Et donc de facto en partie sur les alts. En fait, le seul risque, c'est ce que j'expliquais un petit peu dans un tweet, c'est que si, imaginons que Trump veut aller vite et qu'il réussisse à le faire vite en quelques semaines ou en quelques mois, je sais pas,
et qu'on a une vision claire des alts qui sont dans son panier d'alt, bah en fait, pourquoi tu holderais une alt qui n'est pas dans son panier? Parce qu'en fait, tout ce que tu vas faire, c'est comme les ETF, tu vois. En fait, quand on était en ETF season, la réflexion, c'était pourquoi j'achèterais autre chose, enfin quelque chose qui n'a pas un ETF, alors que je peux avoir la garantie d'avoir des flux entrants sur BTC, etc. Et c'est pour ça que les ETF ont eu un impact sur le prix de BTC, mais les gens ont aussi beaucoup anticipé ce qui a boosté le truc, tu vois. Et en fait, c'est des moments où tu as un peu des trous noirs de liquidité, dans le sens où, bah, en fait, tu as quelques actifs où tu as, entre guillemets, une garantie d'achat ou de liquidité acheteuse qui arrive, contrairement à toutes tes autres alts qui n'en ont pas. Donc pourquoi tu prendrais le risque d'être dans une alt qui n'aura pas de pression acheteuse, ou en tout cas pas de pression acheteuse du gouvernement américain? Enfin, moi, en fait, c'est ça le truc. Du coup, ça peut créer genre une sorte de saison américaine où, bah, en fait, t'as de la liquidité qui sort de tout ce qui n'est pas dans le portefeuille des États-Unis et toutes les liquidités, du coup, rentrent dans ce portefeuille-là, d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis content que ETH soit inclus, parce qu'on a failli passer à côté d'une Enfin, on était proche de la catastrophe, là. mais c'est ça qu'il faut... Enfin, si jamais ça devient plus concret et qu'il veut agir et qu'on a beaucoup plus d'informations, que c'est plus précis et qu'on connaît la liste des altcoins, je pense qu'il faudra se concentrer que sur ces altcoins et pas le reste. Parce que ce seront les altcoins qui seront le plus susceptibles d'avoir un ETF, le plus susceptibles d'avoir une demande institutionnelle, et c'est là où on aura des garanties et où les particuliers ou les gros wallets se positionneront, en fait. Donc, en soi, genre, ça peut créer, si c'est concret et rapide, ce dont je doute actuellement, ça peut créer une alt season, mais une alt season pas pour toutes vos alts, que pour les trucs américains qui sont dans le portefeuille du gouvernement américain. Et c'est ça qu'il va falloir garder en tête, parce que les gens seront en mode attends, le président des États-Unis achète des alt season, c'est bullish pour toutes mes alts. Mais frérot, ton alt, elle va pas se faire acheter par Trump. Donc, réfléchis à ça aussi, quoi. Ouais, make sense. Vous voyez le sens de la réflexion un peu? Absolument. Bah, écoute, très bien, hein. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait sinon cette semaine de votre côté? Bah écoute, alors attends, je vais couper mon écran. Acheter le dip et regarder de la macro. comme toutes les semaines qui passent. Moi aussi sur la macro, beaucoup. Ça y est, on a enfin des catalyseurs qui vont être positifs. Montre-nous ça, Thomas. Tu peux nous montrer ce que tu as vu? Bien sûr. On est moins dans les fondamentaux cette semaine. Moi, j'étais pas trop à la maison. Là, c'est bon, je suis à la maison, je bouge plus. J'ai kiffé la life et j'ai beaucoup regardé la situation Zelensky-Trump-Vance, pour en faire une parenthèse dessus aussi. Alors, il y a plusieurs trucs qui sont à regarder, en vrai de vrai. Il y avait déjà les statistiques de l'inflation qui sont intéressantes. On a eu un énorme drop. Mais quand je dis énorme drop, c'est un énorme drop. Déjà, le drop de février, quand on était passé de 2,70 à 2,20 à peu près sur l'inflation et le corps qui avait suivi avec. Déjà ça laissait positif. Il faut savoir que Trueflation, ça a à peu près 45 jours d'avance, une quarantaine de jours d'avance sur les données réelles qui sont publiées ensuite par la Fed. Ne me demandez pas pourquoi spécialement, c'est juste parce que c'est les méthodes de calcul qui sont un peu différées. Trueflation se base sur les statistiques en temps réel, tandis que la Fed a un peu plus de délai dans les chiffres qu'elle publie, donc ça vient de là. Du coup, ça veut dire que là, potentiellement, on est en train de voir un énorme switch qui peut s'opérer sur les taux directeurs, parce qu'on voulait voir une inflation qui baissait vraiment, déjà quand on était passé à 2,20, sous 2%, ouais, pour à minima commencer à se dire qu'on peut aller plus vite sur les baisses de taux. Et restimuler l'économie. Et restimuler l'économie, etc., ce qui sera favorable pour les alts, $1 qui sera probablement en baisse. 35 jours d'avance, pardon. Ouais, 35, 40 jours à peu près, c'est ça. On y est du coup, ce qu'on voit là actuellement, du coup on est le 2 mars, ce sera les statistiques qu'on verra du coup pour le mois de avril, donc potentiellement que les données du mois de mai seront positives dans ce sens-là, surtout qu'on avait déjà l'inflation en février qui avait drop, donc du coup on va voir les chiffres là la semaine prochaine, non le 12, pas la semaine prochaine, le 12, hop, je vais retourner dans ça, sur Investing, vous avez toutes les données intéressantes qui vont sur la macroéconomie. Moi je filtre avec que les US et je garde grosso modo l'inflation là à court terme. Là le 12, ce qu'il y a d'intéressant, ce sera le core CPI year to year, et le CPI avec. On n'a pas encore les estimations là. Je ne sais pas s'ils font des estimations publiées avant ou pas, mais dans tous les cas, les derniers chiffres, c'était 3,3 et 3 pour l'inflation, et là, du coup, on peut s'attendre à potentiellement quelque chose entre 2,4 et 2,2 pour le mois de février. Attends, je sais pas si tu l'as dit ou pas, mais pourquoi l'inflation a baissé autant d'un coup ? Pour être honnête, j'ai
pas trouvé la raison du pourquoi est-ce que ça baisse autant. Grosso modo, il y a le C'est les facteur corps qui sur ont le baissé. pétrole, notamment sur l'oil, où on est. En fait, le pétrole ne perf plus en fait. On est vraiment flat de zinzin, donc il y a déjà ça qui joue. Et pour être honnête, le drop aussi conséquent, ça vient aussi du fait que si on regarde un peu les données en termes économiques, c'est compliqué, mais on commence à voir qu'il y a des fissures un peu partout. On a un marché de l'immobilier aux US qui est vraiment dramatique. Je vais reprendre les statistiques de février. À cause des taux, du coup. À cause des taux. Vraiment, le marché IMO, il est vraiment quasiment à l'arrêt. Mais comme en Europe, ça aide pas, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Déjà, donc le marché IMO qui est vraiment catastrophique aux États-Unis. Tac, c'est plutôt plus bas. Bref, si on va vers le. Tac, je vais forcément le retrouver à un moment donné. Donc il y a déjà ça. F. Ouais, c'est pas con. Housing, tac. Enfin, on voit du coup ouais, qu'il y a vraiment des fissures, mais j'arrive pas à le retrouver par contre. Et on avait eu aussi plus de chômage, etc. Enfin, en fait, disons que quand on regarde un peu dans le détail, voilà, existing home sale, on voit que ça baisse. Les consommateurs qui étaient ultra bearish sur ça, c'est pareil, c'est quelque chose que peu de gens regardent, mais quand on met tout bout à bout, ça commence à faire sens. Quand on voit des ventes de maisons, des ventes de voitures qui commencent à baisser, qu'on voit les consommateurs qui commencent à être bearish en mode les conditions économiques se dégradent, etc. Ça, depuis le mois de novembre, grosso modo, où on est en baisse sur cet indicateur-là, ça montre qu'on a de moins en moins confiance dans l'économie. On avait eu aussi le jour où Nvidia avait publié ses résultats, on n'a pas été bullish sur les résultats de Nvidia le jour même. On a pris, je crois que ça a été publié là, on avait pris -8 et on avait pris que 0.3, alors que pourtant les résultats de Nvidia ils étaient bons. Et ça montrait qu'en fait on n'était pas du tout positif sur la croissance possible des stocks US, plus un SP500 qui était revenu dans son bad range. Donc on est un peu en doute sur la capacité des US à maintenir le rythme comme à l'heure actuelle. Donc les taxes douanières aussi qui n'aident pas. Hein. Parce que même si t'as une inflation qui baisse, si t'as genre des taxes douanières, etc., genre les prix à la consommation peuvent augmenter, non? Ça aide pas. Même si c'est pas aussi simple parce que pareil, si on regarde tac, l'Atlanta, ça, c'est l'Atlanta Fed GDP qui permet de faire en fait des prédictions sur un peu le GDP américain. Ça, pour le coup, ça a vraiment envoyé une peur sur le marché. Alors, c'est expliqué par un facteur, je vais y revenir juste après, mais on était en mode, ok, il y a peut-être une semi-récession qui est en train de se mettre en place, c'est pas très bon, pas bon du tout sur la croissance US. Mais là, juste par rapport aux données que tu nous donnes, etc., en soi, on est passé d'un stade où on n'était pas sûr si la Fed allait baisser les taux cette année ou peut-être qu'une fois cette année à possiblement plusieurs baisses de taux cette année, hein, parce que c'est l'impact direct de... Absolument. Je vais revenir dessus. Donc du coup, c'était pour donner un peu le contexte. En termes d'inflation, on est beaucoup plus bas. On commence à avoir des craintes sur la capacité des US à rester le moteur de l'économie. Et si on va sur le CME Group, qui permet d'avoir des prédictions de spéculateurs sur les taux d'intérêt futurs. Je vais partager le lien si jamais vous voulez le partager aux gens. C'est quelque chose qui est un peu chiant à prendre en main pour être honnête. En fait, ça permet d'avoir les prédictions de spéculateurs sur les taux qui arrivent. Et grosso modo, ça varie en temps réel. Donc là, ce que je vous montre là, c'est les attentes pour le mois de mars, donc dans 15 jours. On est à 93% de chance de laisser les taux inchangés comme ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder les historiques. Là, par exemple, je vous prends le mois de mars. On avait commencé du coup l'année, en fin d'année 2024, on était en mode, ok, on peut baisser les taux, on hésitait entre 1 et 2 fois. Et plus on avance, plus en fait ça se précise. Et grosso modo, on était arrivé au fait qu'on allait rester comme ça. Si je commence à prendre par contre le mois de décembre, donc jusqu'à la fin de l'année, vous voyez que les perspectives de baisse de taux commencent à être de plus en plus importantes. On est passé de on va baisser de 1 à 2 fois à peut-être 3, c'est à confirmer. Par exemple, là on est à 4,25 en taux. Si on prend 1, 2, 3 baisses de taux, donc pour être à 3,50, 3,75, on voit qu'on a commencé l'année à 17% de chance et que là on est à 31% de chance. Donc le marché price 3 baisses de taux actuellement cette année. Le marché commence à le pricer petit à petit. Disons que... Ce qui est vraiment bien, 3 baisses de taux, ouais. 3 baisses de taux, sachant qu'on a commencé l'année en se disant qu'on en aurait 2 max. Donc tout ce qui est au-dessus de 2, c'est mieux. Donc on prend. Et justement, le fait de voir qu'on a quasiment doublé la proba de voir 3 baisses de taux cette année, c'est déjà quelque chose qui
me laisser positif et qui confirme le biais que l'année sera positive, etc. Et que on a fait suffisamment peur aux gens avec une inflation qui voulait pas baisser, et que là, par contre, ça commence à devenir un peu grave, et qu'il faut vraiment se préoccuper de ça, et que on n'en est pas à l'abri d'avoir 3, voire 4 baisses de taux, si jamais. On voit que la proba d'avoir 4 baisses de taux, d'ailleurs, a fait x4, et que celle de, comme j'ai dit avant, celle de faire 3 baisses de taux a fait x2 depuis le début de l'année. Ça avance tranquillement. À court terme, entre le mois de mars et le mois de mai, peut-être que le mois de mai, on peut avoir une petite surprise. Pourquoi pas? En tout cas, le mois de mars, ça m'étonnerait qu'il reste, qu'il change vraiment du tout, sauf vraiment problème grave. Mais sur le reste de l'année, moi, je suis très positif et ça mettra sûrement un peu d'optimisme sur les marchés de savoir qu'on a plus de baisses de taux. Et ça faisait partie de tout le biais que j'ai eu, moi, mi-février. Ça restait que des théories, ça se confirme petit à petit, donc ça fait plutôt plaisir de voir ça, ne serait-ce que pour les marchés et pour la spéculation. Mais du coup, en plus de ça, baisser les taux, ça aiderait Trump avec sa politique de tarifs douanières. Politique de tarifs douanières, le fait qu'ils aient 25% de la dette à refinancer dans l'année, etc., etc. Enfin, ça aiderait à avoir de l'activité économique, mais ça pourrait restimuler l'inflation, quoi. Parce Oui que et non, l'inflation, mais- elle peut être implicite via les tarifs douaniers, non? Parce que, enfin, moi, c'est ça que je me dis, c'est que, frérot, si tu mets 25% de taxes sur les Européens, ça veut dire que tous les produits qui arrivent aux États-Unis, ils seront 25% plus chers. Enfin, au moins Sauf plus que- chers, c'est sûr, parce que les Européens ne prendront pas sur eux pour, genre, défoncer leur marge. Sauf s'ils n'ont pas le choix et que c'est leur principal territoire, d'une certaine Sauf manière. que ça, c'est dans la théorie, parce que dans la pratique, il y a aussi le fait que, vu qu'ils les annoncent en avance, les industries sont déjà en train d'importer un max. Genre, en fait, ils se disent, OK, si jamais on a les trucs, on va commencer à importer v'là maintenant. Comme ça, s'il y a des taxes, on verra et on avisera dans le futur. Donc, c'est pour ça que la balance Genre en commerciale mode ça des peut se faire avec États-Unis, du temps, genre en mode ils font Ouais. des stocks en avance pour que ces stocks Ouais. soient pas taxés, c'est ça. pour que lorsqu'il y a des taxes, ils avaient déjà la majorité de leurs stocks et ils peuvent voir venir et ils peuvent rester performants. Parce qu'en fait, si tu arrives dans un marché où t'es 25% plus cher, t'es pas compétitif, quoi. Mais si je reprends la dernière... Attends, je vais aller chercher la dernière balance commerciale des USA, et c'est flagrant, en fait. Je l'ai vu passer. Voilà, c'est ça. Je vais repartager, du coup, l'écran. Paf, tac, tac, hop. Vas-y, je le mets. Voilà. Donc là, on est sur la balance commerciale des États-Unis, donc la différence entre les imports et les exports, et on voit que les spéculations autour des tarifs douaniers, etc., en fait, ont refait exploser à la baisse la balance douanière. Donc il y a eu plus d'importations que d'exportations. Les entreprises américaines ont importé beaucoup plus que ce qu'elles ont exporté, et ça, c'est à cause de la politique douanière. Donc en fait, Trump se tire une balle dans le pied, il est en mode oui, on va taxer, sauf que s'il le fait pas et que ça reste que des mots, et ben la balance commerciale US, elle a complètement explosé, et au final, les taxes, pour le moment, on est plutôt en mode bon, ça a l'air d'être un peu de bluff au final, on verra comment Coup de il se met en pression place, etc. pour Petit coup de peut-être gérer pression. d'autres affaires, même diplomatiques, tu vois, Voilà. genre, enfin. Donc c'est pas aussi simple. Et d'ailleurs, sur les 10 years, le yield pardon, des bons du Trésor américain à 10 ans, on voit qu'on se fait cartoucher depuis janvier en fait. Mais attends, mais comment t'expliques que le dollar soit encore aussi haut là? Ça, c'est à cause des taxes. En fait, les annonces sur les taxes, c'est plutôt haussier sur le dollar, mais disons que il y a un menteur dans l'histoire actuellement. Genre un dollar qui continue de faire ça, alors que tu as des bonds qui continuent à descendre. Je suis quasiment sûr que dans tout ce qu'on se raconte, c'est le dollar qui est plutôt en train de mentir, qui monte de la force parce que Trump dit on va faire des taxes, sauf que fondamentalement, s'il met jamais de taxes, etc., et qu'on commence à avoir des baisses de taux, le dollar, je vous fais pas un dessin, il partira dans l'autre sens. Est-ce que même avec des baisses de taux, le dollar peut monter? Généralement, ça fait pas sens. C'est possible, genre? Généralement, non. Généralement, non. On peut regarder... Yes, 10 years. J'avoue que j'ai jamais fait la corrélation, je vais regarder. Généralement, ça fait pas sens. Hein. Tu vois, quand même, les deux sont quand même liés. Ouais. Donc pour l'instant, il est un peu décorrélé, quoi. À court terme, on voit une décorrélation. En plus, j'ai les échelles. Après, on va voir avec l'ouverture à minuit, et puis demain à 4h30, 15h30. Mais oui, dans l'histoire, il y a un menteur. Attendez, je vais plutôt le mettre sur une autre. Quelqu'un qui dit, c'est qui le gars sur le live? C'est Thomas 0xegris sur Twitter et YouTube, si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez checker. Exactement, je parle de macro, donc je suis un gars qui est plutôt chiant, mais par contre on apprend plein de trucs. Pas que. Super. Pas que, je parle de crypto aussi. Je parle de crypto de temps en temps à cœur perdu. Genre à peu près 90% du temps. Quoi. En fait, on voit tu vois, c'est ultra intéressant ta question parce qu'on voit la décorrélation en plein live. J'ai pas regardé la décorrélation avant le stream, je le découvre en même temps, et on voit la décorrélation bonds.
Après, les bonds, genre, c'est quasiment 1 pour 1, tu vois, mais généralement, le 10-year bond, il est quand même vachement suivi, enfin, sa performance corrèle au dollar. Donc, ça pourrait aider BTC, en fait. Enfin, globalement, les gars, de toute façon, vous le savez, si le dollar baisse, en général, c'est quelque chose de très positif pour les risk-on. Parce qu'en fait, en gros, globalement, ce que ça vous dit, c'est que les gens préfèrent être dans d'autres devises, soit ne pas prêter à l'État, et si c'est pour ne pas prêter à l'État, c'est probablement pour prendre du risque. En fait, ça veut dire... Ce que fondamentalement, un bon du trésor qui baisse, ça veut dire que le dollar rémunère moins. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'opportunités à aller ailleurs. Exact. Donc voilà. Et après, c'est un arbitrage entre taux et genre les rendements sur le reste, en fait. Parce que genre si t'es payé 5 à l'année à rien foutre par l'État américain et que à côté de ça les opportunités sont pas si bonnes ou que c'est pas plus de prendre le risque, tu le fais pas. Mais si les taux américains ça devient 3% ou 2,5% ou j'en sais rien, t'as beaucoup plus intérêt, comme tu l'expliquais, à prendre du risque, je sais pas, sur les actions, S&P 500, sur les cryptos, et surtout les cryptos en bout de chaîne, quoi. C'est ça. Mais de moins en moins en bout de chaîne, je pense. Disons que aujourd'hui, t'as quand même un Bitcoin qui est quand même dans les actifs les plus capitalisés, donc disons que ça va directement dedans aussi. Mais voilà, concernant un peu le dollar, ultra intéressant par contre, là je le découvre en stream, vraiment cette décorrélation-là, les décorrélations, elles sont rares pour le noter, hein. Je veux dire, là, quand le dollar montait, il a repris sa baisse derrière. J'ai pas envie de faire des prédictions en disant que si j'étais sur X à faire un post et à savoir que personne va le regarder, je le ferais, mais là, la décorrélation, pour moi, ça me laisse juste penser que le dollar finira tôt ou tard. Quand on va commencer à pricer des baisses de taux, j'ai très peu d'espoir que Enfin, tant mieux, j'ai envie de dire, hein, mais que le dollar, là, est plutôt en train de mentir. Et après, il y a aussi le vieux bonhomme jaune des États-Unis qui est en train de faire des siennes avec ses taxes et tout ça et qui nous prend la tête, hein, mais... Pour être honnête, je suis très content d'avoir découvert ça en stream avec vous. Et tu voulais parler de la masse monétaire aussi, non? Ouais. Ah oui, il y a le M2. Je peux remettre ton écran vite fait. Je vais envoyer un max d'opium. Oh la vache. Quelle chance. Espérons. Mais c'est bien parce qu'on a des sons de cloche, entre guillemets, pas forcément ultra différents, mais on a des opinions variées quand même ici. Tac, attendez, je vais prendre une charte Bitcoin vierge. Tac, on va prendre ça et on va prendre... le BTC décalé de 10 semaines, le M2, on va se passer ça en weekly et on va... Faut que tu caches le symbole si tu veux. Ouais, c'était ça. Voilà. Sinon, t'as le bouton œil à côté du symbole en haut à gauche si jamais. Ouais, mais là c'est good, hein. Ouais, c'est good. Écoutez, le M2, grosso modo, qui est... Arrête. C'est noir, hein. Arrête. Après, moi, le 14 février, j'ai publié un article en disant le M2, les gars, on était genre là, à peu près. Enfin, on commençait à voir la hausse. J'ai dit, moi, les gars, le M2 qui commence à remonter, je suis... Non, daily, peut-être. Je suis le daily, c'est que j'ai un problème avec ce M2. Ok. Mais ça reste fondamentalement la même chose. Sinon, après, je peux prendre la chart. J'aime bien aussi montrer la chart avec des couleurs, parce qu'il y a un truc qui est ultra visuel. C'est de prendre ce M2 là. Parce qu'il y a le décalage de 10 semaines, je crois. Ouais. Tac. Je vais remettre mon total. Voilà. Et en bas, vous avez exactement le même M2, juste qu'il y a des couleurs. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'aime bien montrer aux gens et que j'aime... Alors, je vais virer ça aussi, histoire de clean un peu la chart. Tac. C'est un truc que j'aime beaucoup montrer aux gens parce que ça montre exactement ce que je veux dire sur le M2 depuis des semaines. Oui. Je te coupe. C'est quoi le M2 pour ceux qui nous écoutent? Exactement. Le M2, c'est la masse monétaire mondiale qui est la plus liquide et qui peut arriver sur les marchés financiers le plus à court terme. Ça va concerner les comptes en banque, les livrets... américains, européens... mondiaux. Donc masse monétaire dollar, c'est mondial, c'est dollar, euro, monnaie chinoise. C'est valorisé en dollars. Et c'est valorisé en dollars. Exactement. Du coup, ce M2 là, il est influencé par l'impression monétaire et le cours du dollar. Exactement. Quand le M2 monte, c'est que le dollar baisse et qu'il y a de l'impression. Quand le M2 baisse, c'est qu'on a potentiellement de l'impression, mais que le dollar est très fort, ce qui fait que du coup, ça fait baisser le M2 parce que les monnaies se dévaluent par rapport au dollar, ce qui fait que on perd de l'argent entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que l'argent est toujours là, c'est juste qu'il a moins de valeur. Mais on pourrait pas le diviser par le DXY? Bonne question. Tu pourrais noter, il faudrait expliquer un petit peu cette masse monétaire, on va dire US versus monde, comment c'est tracé. Ça pourrait être un sujet de fou, ça. De toute façon, moi j'adore ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on est lié. En fait, là, je prends depuis l'été, en fait, depuis la correction qu'on a eue de 6 mois sur les cryptos, c'était lié au M2. Alors, c'est lié
on peut dire que c'est pas que ça exactement, mais disons que moi, c'est le biais que j'ai sur le marché. On voit ici qu'on a latéralisé sur le M2, on a latéralisé /dump sur les cryptos. Ensuite, on est monté sur les cryptos, et disons que là, les jours, c'est quasiment les mêmes. Hein. 168 jours, 168 jours, 105 jours, et que là, on est potentiellement en train de voir les derniers moments de correction sur le marché. On a fait la phase violette où on était plutôt baissier, et que là, on est dans la phase rouge que j'identifie comme quelque chose de relativement plat avant de repartir potentiellement à la hausse. Encore une fois, ça fait partie d'une analyse. Est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison? Je suis même pas là pour ça. C'est ce qui me permet d'avoir un biais sur le marché haussier, en tout cas sur les prochaines semaines, parce que j'identifie de la monnaie qui rentre dans le système. Et la crypto, c'est quoi? C'est quand ça monte, c'est qu'il y a la liquidité dans le système. Quand ça baisse, c'est qu'il n'y a plus assez de liquidité dans le système. Voilà, on voit la corrélation entre les deux. Et il y a une corrélation d'entre 8 et 10 semaines. On est plutôt sur 8 semaines, mais c'est entre 8 et 10 semaines. C'est pas une horloge. Hein, en fait, c'est un peu le pouvoir d'achat mondial pour acheter des actions, des cryptos. C'est un peu la représentation de l'inflation mondiale, quoi. Exactement. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien partager. Pour le moment, je suis toujours... on est plutôt dans cette phase rouge où on est potentiellement en train de latéraliser, ce qui corrélerait avec ce que tu disais, Picsou, sur le fait qu'on puisse retester un petit peu toute cette mèche-là, si on la prend en weekly. Qu'on puisse en fait aller travailler un petit peu ça. Mais fondamentalement, moi, sur l'année, je parle pas aux gens en disant que je suis bearish sur les 6, 8, 10 mois qui viennent. Belle zone orange. Ouais, là. Ouais. Bah, c'est les 3000 milliards du total quand on essaie de latéraliser sur Bitcoin, machin. Pour le moment, c'est pas bon. Mais bon, ça, c'est moins mon domaine. Je ne risquerai pas à donner une analyse technique ici. En tout cas, voilà un peu pour M2, Total, etc., etc. Disons qu'on commence à voir des astres qui s'alignent petit à petit entre l'inflation. Je pourrais parler aussi, il y a plein de choses on peut traiter plein de sujets, hein. On peut parler aussi mais ce que t'expliquais globalement, c'est que ça lag. Ça lag. Je mettais 10 semaines, c'est qu'entre le moment où genre il y a plus de liquidité dans le système avec le M2, etc., et le moment où ça se retrouve dans les cryptos, même dans l'économie réelle, ça prend du temps, quoi. Exactement. Et ça, ce que je vous montre là, le WTREGEN, c'est le compte bancaire américain. Et en gros, je refais pas toute l'histoire. J'ai un excellent article sur X si jamais vous voulez si jamais vous avez envoyer le lien. Je vais le renvoyer juste après. En gros, c'est un peu les derniers sous que les États-Unis ont à leur disposition avant de devoir remonter leur dette. Et ce qu'on voit, c'est qu'on commence à voir que ça y est, ça commence à baisser, et la direction que ça va probablement prendre dans les prochaines semaines, c'est ça. Enfin, disons qu'on va aller vider leur compte bancaire avant de augmenter la limite de la dette américaine. Et si jamais on le prend à côté de Bitcoin... Attends, je fais simple. Non, c'est simple. En gros, les États-Unis, ils ont un plafond de dette, ils peuvent pas s'endetter au-delà de ce plafond, sauf s'ils font voter une augmentation du plafond. Et là, ils ont atteint le plafond, donc en gros, ils utilisent le cash qu'ils ont à leur disposition que toi, tu montres sur ce graphique-là, justement. Et lorsqu'on arrivera à zéro, globalement, ils seront obligés de monter le plafond de la dette. C'est ce qui fera que, globalement, plus d'argent dans le système. C'est ça, exactement. Et plus d'intérêt pour eux et pour se faire rect aussi. Ça a été, en fait, souvent les baisses, donc en bleu, vous avez le compte bancaire, comme je vous l'ai dit, et souvent les périodes en bleu, quand il y a de la baisse, donc dans leur compte bancaire, c'est des périodes qui coïncident, comme par hasard, avec des périodes de hausse sur le total, donc sur le Bitcoin. Hein, parce qu'ils doivent s'endetter. Parce qu'en fait, ils sont en train d'utiliser toutes leurs thunes qui leur restent, donc c'est de l'argent qui va dans les marchés quelconques, qui est utilisé dans l'économie, donc ça crée de l'inflation, etc. Et ensuite, généralement, c'est précurseur de là où on commence à avoir des augmentations sur les limites de dette américaines. Donc, tu peux remettre le S&P ? Parce qu'il y a des moments où ça baisse, genre notamment tu vois en bear market, genre je pense que les boomers, tu vois, genre quand ça commençait à baisser en bleu, genre vers 2022-2023, nous on pumpait pas, et eux ils pumpaient déjà. Il y a des corrélations. Ouais, il y a des D'ailleurs, on voit que le top est réalisé après que les liabilities and capital liabilities ont bottom, quoi. Disons que là, oui, t'es en mode, là t'as plus de liquidité, tout a été injecté. Tu top, là pareil, ici, et potentiellement qu'on va faire quelque chose comme ça, qu'on va aller top ici, qu'on va continuer à monter sur le SP500, qu'on va top, tu vois. Mais c'est bien, du coup, ça veut dire que quand on se rapproche de zéro, il faut commencer à décaisser, quoi. Il n'y aura pas que ça. Ça en fera partie. Moi, que ce soit le M2 ou ça, où il y aura des trucs à faire, parce que ne serait-ce que même les périodes un peu... t'es même pas obligé d'aller vraiment à zéro, mais juste par exemple, si tu fais ça et ça, tu sais que cette zone-là,
tu es obligé de prendre des profits. Pareil sur le M2, on voit ici par exemple que en weekly, ça rebaisse un petit peu. Je dis pas que ça va faire un top local dans plusieurs semaines, mais si tu vois ça sur le M2, tu sais que quand tu as fait une phase haussière, tu vas forcément voir une correction quelconque. Donc pareil, moment de prendre des profits. Donc c'est 2 choses qui sont vraiment essentielles, plus plein d'autres aspects macro, etc. Et je vais te redonner le lien de mon article si jamais. Est-ce que j'ai l'autorisation de faire la parenthèse Zelensky, Trump, Vance? Tu peux. On peut. Super. Alors, je n'ai pas la science infuse et je suis pas là pour asseoir la moindre autorité de ma pensée. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Je me permets donc de partager mon écran. Et pour ceux qui me demandent, c'est quoi qu'il faut taper sur le TradingView pour avoir le M2, vous avez plusieurs choses. Soit vous pouvez avoir l'indicateur M2 directement. Moi, vous tapez Global M2 sur TradingView et moi j'utilise celui de MIG Finance qui est regardable en daily, donc un peu plus pratique que ceux en weekly par exemple. Alors je vous mets dans le chat et je vous le mettrai en description YouTube ce tweet de Ludovic Lars. Alors déjà big up à Ludovic Lars qui est un passionné de Bitcoin, surtout Bitcoin, qui parle de Bitcoin dans son ensemble, de son histoire depuis des années et des années chez nos confrères Cryptost. Je crois que même qu'il a dû faire peut-être du journal du coin à un moment. Il n'a jamais écrit chez nous. Bon bref, quelqu'un de très très intéressant et qui a partagé en fait ce tweet où on a 2 lectures de ce qui se passe entre Trump et l'Ukraine. J'ai vu en entier la première vidéo. En fait, la vidéo, elle parle exclusivement du deal sur les terres rares. Tu vois, le titre, c'est Trump-Ukraine, une étrange comédie. Pourquoi il parle de comédie? Je vous spoil un petit peu. Ça mérite vraiment d'être regardé. C'est tout simplement de faire croire que les terres rares, c'est un marché de centaines de milliards de dollars hyper rapidement et tout, ce qui est faux. C'est un marché, effectivement. Il y a des sous à faire pour les États-Unis parce que, vous le savez, les États-Unis ont apporté un soutien massif à l'Ukraine et qu'il faut bien qu'ils récupèrent un petit peu à manger. Mais c'est pas un marché de fou malade. Mais par contre, c'est un prétexte qui est très intéressant. Le prétexte, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, que ce soit l'Union européenne, enfin les pays de l'Union européenne ou les États-Unis, tu vois, ils ont envoyé des armes, ils ont envoyé des aides à l'Ukraine pour pouvoir se défendre contre la Russie, mais ils sont pas venus directement sur le terrain massivement. Parce que sinon, c'est une odeur de Troisième Guerre mondiale. Donc c'était jusqu'à présent une espèce de guerre de proxy où on laisse pas tomber l'Ukraine. Mais on n'y va pas frontalement. Et en fait, là, la négociation de ces terres rares, tout simplement, c'est de permettre de dire, comme il y a un marché où on va extraire des terres rares, on va envoyer des employés américains sur le terrain. Et donc, si on amène plein d'Américains sur le terrain ukrainien, ça permet d'avoir un levier pour dire, Poutine, tu peux pas avancer avec ton armée, parce que ça veut dire que tu attaquerais directement les Américains, donc nous. Et donc nous, on va devoir bomber le torse et on va devoir y arriver. Donc si tu veux, le sujet aujourd'hui, c'est que l'Ukraine, avant de signer le moindre deal, elle a besoin de savoir qu'elle aura une sécurité, et une vraie sécurité. C'est-à-dire pas, comme d'habitude, envoyer des Ukrainiens au front et machin. Là, c'est vraiment des gens sur le terrain. Alors pas une grosse armée américaine, mais tu vois, des employés d'une part, et puis forcément un petit peu peut-être de militaires d'autre part pour protéger ces employés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de cette vidéo. Je ne connaissais pas Philippe Fabry, donc me dites pas ouais, mais lui, des fois, il dit de la merde, ou il est pro-russe, machin. J'en sais rien, les gars. Moi, je suis tombé sur cette vidéo, je l'ai écoutée, je l'ai trouvé hyper pertinent. Elle dure 1 heure, et c'est pas 1 heure de perdu. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'analyse politique. De ce que je comprends, c'est quelqu'un qui est avocat de profession. Et en fait, il vous donne une lecture un petit peu différente de ce que vous pouvez lire dans les médias mainstream. En gros, les médias mainstream européens vont vous dire que Trump a tendu un guet-apens à Zelensky pour l'humilier face caméra. La réalité, si vous regardez vraiment ce qui s'est passé, c'est que c'est quand même différent. C'est qu'il y a eu en fait 40 minutes de négociation face caméra. Alors, est-ce qu'il fallait faire ça face caméra ou en off? Ça, c'est un autre sujet, bien entendu. Mais voilà, ça s'est fait face caméra, et on voit sur les 10 dernières minutes que Zelensky, il continue de dire oui, mais Poutine, c'est lui qui nous a agressés. Ce qui est vrai, hein. Il y a pas de souci là-dessus, ce qui est vrai. Mais Trump, en fait, aujourd'hui, et le gouvernement américain se font médiateurs, négociateurs de la paix entre l'Ukraine et les États-Unis. Donc, pour négocier quelque chose, il faut avoir des leviers de négociation. Donc tu peux pas à la fois être devant ta caméra, devant le peuple occidental et dire oui, tu as raison, Poutine est vraiment un gros salopard, et puis prendre ton avion, aller voir Poutine et lui dire on peut négocier la paix, parce que Poutine, il dit quoi à son peuple? Et il dit alors tu me traites de salopard et en plus tu veux que je négocie la paix, mais t'es un grand malade toi en fait. Donc c'est pour ça que
c'est de la politique. Le sujet n'est pas de dire qui a attaqué en premier, qui a raison, est-ce que l'OTAN aurait dû avancer ses pions, est-ce que l'Ukraine aurait dû essayer de rejoindre l'OTAN, est-ce qu'elle aurait dû être neutre. Non, là le vrai sujet, c'est la paix, si possible, le plus rapidement possible, avec tout le monde qui s'y retrouve au change. Donc forcément, nous en Occident, ce qu'on veut, c'est une Ukraine qui garde un maximum de terrain, parce qu'il y a cette théorie qui potentiellement vrai que l'Ukraine, la Russie veut récupérer son ex-URSS, donc réattaquer d'abord l'Ukraine, avancer, puis attaquer d'autres pays d'Europe de l'Est, etc. C'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à cette négociation, parce que si le deal est signé et que les États-Unis viennent directement sur le sol ukrainien, ça va être beaucoup plus facile de commencer à discuter de la paix. Donc moi, ce que je pense, c'est que la paix, ce sera pas pour tout de suite, qu'on va continuer d'avoir de multiples sons de cloche où on a des dirigeants européens nombreux, mais pas tous, mais nombreux, qui vont vous dire il faut pas laisser du terrain à Trump, il faut que ce soit nous, l'Europe, qui augmentions notre budget pour l'armée, etc., qui soyons présents pour protéger l'Ukraine et compagnie. Et on verra tout ça. En tout cas, personnellement, je suis assez optimiste, je me trompe peut-être, vis-à-vis du fait qu'il va y avoir un deal de signé quelque part et qu'on va commencer à retrouver une certaine diplomatie entre les différents pays de l'Occident, donc les États-Unis, l'Europe et aussi l'Ukraine. Ok. En vrai, aujourd'hui, on parle de tout, là. On parle politique, économie, crypto, c'est assez complet. Oh, émission grotesque. C'est les bougies vertes, ça donne des compétences en plus. Donc, j'insiste juste pour terminer. Moi, je suis pas là pour vous dire oui, il faut absolument que l'Ukraine elle donne son bout de terrain à Poutine comme un nonos et que montrer à Poutine c'est le plus fort, ou alors faire une grosse défense de Poutine. Non. Moi, si je devais vraiment vous donner mon avis il est très simple. C'est qu'il y a des gens qui meurent sur le front et que le plus vite on arrête ce massacre, le mieux ça me va. Moi, personnellement, je ne suis pas ukrainien, je suis pas russe, je suis pas américain. Si on peut juste éviter d'avoir des gens qui se font déchiqueter, c'est tout ce que je veux en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Fin de la parenthèse. Bon les gars, vous avez fermé quoi comme airdrop cette semaine? Non, difficile de faire une transition honnêtement. J'essaie de faire. J'ai pas de yaps. J'essaie de faire des yaps. J'ai pas de yaps. Terrifié. D'ailleurs, le Kaito, etc., là, ça dit quoi? Ça tient toujours ou ça se tient bien, hein. Mais franchement, les derniers launchs d'Alcoin, ils sont trop forts. Genre, le Bera, il se tient bien, le Kaito se tient bien, le Story. On m'a donné de l'info sur Kaito. On m'a donné de l'info que je peux partager, etc., sur Kaito. En fait, on m'a dit que maintenant, et c'est un truc que je m'en étais pas aperçu, après on verra, mais on m'a dit que maintenant, il y avait de plus en plus d'agences marketing et d'entreprises, en fait, qui utilisaient Kaito. On me disait que notamment, genre, beaucoup de grosses boîtes crypto, maintenant, payent Kaito, utilisent Kaito pour justement définir les influenceurs qui sont pertinents, où il n'y a pas de fake stats, des gens qui sont vraiment sains, avec qui on peut travailler sans se faire arnaquer, etc. Enfin, voilà quoi. Donc, apparemment, Kaito est de plus en plus utilisé par des marques, notamment pour remplacer un peu le travail des agences marketing d'une certaine manière, de ce qu'on m'a dit. Alors, je sais pas à quel point c'est concret, réel, etc. Mais en tout cas, c'est l'information qu'on m'a donnée. Pour autant, est-ce que le Kaito vaut quelque chose? Ça, c'est... Moi, j'ai un autre avis aigri. Surtout que le revenu sharing de Kaito ne finit pas dans... Enfin, le revenu sharing de leur app Kaito ne finit pas dans Kaito, non? Si. Alors là, par contre, j'ai pas le Donc, t'as que la pression sur le token sans le revenu du truc derrière? Pour moi, Kaito, et je tire une conclusion très hâtive, je ne maîtrise pas aussi bien que d'autres, Kaito se place à lui seul dans la narrative airdrop season qui est de potentiellement t'achètes du Kaito pour le staker, pour profiter de potentiels airdrops de l'écosystème. Voilà. Ça, oui. Comme ça a été le cas avec Celestia, comme ça a été le cas avec Atom, et que pour le moment, ça achète, ça stake pendant que ça marche, jusqu'à que ça marche potentiellement plus, ils n'arrivent pas à valoriser plus le Kaito autour de d'autres narratifs. En fait, moi, je ne comprends pas la valeur, donc je pourrais jamais en acheter. Enfin, genre, je peux en acheter sur des trades court terme, des trucs comme ça, etc. Mais genre, moi, j'ai toujours pas capter la vibe. Après, peut-être qu'il faut payer 1000 balles par mois ou 2000 balles par mois pour capter la vibe, mais je risque pas de la capter. Mais en tout cas, après, on verra. Il y avait des histoires de IP, donc avec Story Protocol, tous ces trucs-là, etc. Est-ce que tu as regardé un petit peu, Thomas? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Je vois tout Story, moi, Story, j'ai un seum fou parce que quand c'était à 1.3, j'étais comme un connard en train de dire regardez mon short du lancement, comment il se porte bien, MDR. J'ai TP mon short, j'ai jamais acheté spot. J'attendais ça un peu plus bas et
j'ai bien mangé mon seum comme tout le monde. Mais par contre, Story, ils ont, en dehors de ça, sinon Story, en tant que layer 1, ils ont un protocole, j'ai oublié le nom, qui a signé un groupe de K-pop ultra gros en termes d'IP. Donc, ils vont intégrer ça sur la chaîne. J'ai pas les détails, j'ai eu ça dans les news du live qu'on a fait hier. Donc déjà, c'est bullish pour le token. Mais parce que c'est... T'inquiète. T'inquiète. Oui, t'inquiète, c'est... Je m'inquiète. C'est la crypto, mec, t'inquiète. Mais sinon, en termes de... J'ai toujours un peu de mal à voir la perspective long terme. Par contre, je suis en mode, ça va marcher pendant 6 mois, comme il y a plein de trucs qui ont marché les 6 derniers mois de l'année 2024. Faudra prendre ses profits, faudra vendre, ça prendra moins 75, moins 80, plus si affinité. Voilà, je suis pas dans, enfin, j'en ai pas en spot. Les zones que j'ai envie d'acheter en spot, elles sont bien plus basses. Donc si j'en ai pas, c'est pas grave. J'ai eu d'autres lancements que j'ai eu et qui se portent très très bien pour le moment. Ok, je profite juste du message qu'il y a dans le chat pour vous dire que pour ceux que ça intéresse, vous pouvez tester Bitpanda, notamment Bitpanda Fusion, via le QR code et le lien que je mets dans le chat. Et du coup, vous avez justement un bonus. En fait, c'est un bonus que vous obtenez en Bitcoin en fonction du volume que vous tradez. Et tout est expliqué sur la page qu'on vous a envoyée normalement. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. On devait parler aussi d'un autre scam, Pi, c'est ça? Ah ouais, alors ça... On peut rigoler un peu. J'accepte de penser du début jusqu'à la fin que c'est une arnaque qui va très mal finir, et si ça monte à X $ sans moi, c'est pas grave, je l'accepte. Pour moi, dans mon livre, ouais. C'est un hamster combat avec un autre design. Mais il faut savoir que les gens qui ont les tokens, ils n'ont pas la possibilité de les vendre pour le moment. J'ai plein de gars dans le Discord qui disent moi mes tokens je vais les recevoir dans 15-20 jours, etc. Genre je suis pas unlock, je peux pas vendre. Et c'est pour ça moi je suis en mode le truc va forcément finir mal. Il n'y a pas de supply dispo en fait, c'est ça le truk. Il y a pas de supply et toute la supply des airdrops, etc. elle s'unlock petit à petit, donc ça va mal finir cette affaire. Et ils ont pris les KYC de tout le monde, bravo à eux. Je sens vraiment que ça va être un fiasco sans nom. Et encore une fois, s'il y a une maigre chance que ça se passe bien... Ouais, actuellement. Donc, je sais pas à quel point c'est des bonnes stats, à quel point c'est vrai, etc. Mais je pense que c'est pour ça que les gens ont pété un plomb. C'est que, en fait, on est en train d'expliquer à des gens que miner sur son tel, ça peut marcher, alors qu'il y a des entreprises qui déboursent des milliards d'euros pour créer des fermes de minage qui, elles, pour le coup, fonctionnent. Enfin, en gros, il y a des gens qui croient qu'avec leur téléphone, ils peuvent rivaliser avec des fermes de minage et espérer quelque chose. Alors, peut-être qu'ils minent pas du Bitcoin. Enfin, sur Pi Network, tu mines du Pi ou tu mines deux choses, je sais pas. Du Pi, ouais. Du Pi, ouais. Ah, bah, ça a l'air d'une une bonne idée, ça. Genre un truc sur lequel tout le monde reçoit du token gratos. On se demande pourquoi ça... c'est le nouvel Eldorado. T'es jaloux parce que ces gens-là qui y ont cru depuis 6 ans vont devenir riches et pas toi, c'est tout. T'as raté le train, Picsou? T'as le seum? Non, les gars, arrêtez. Je vous dis juste, je le sens tellement pas et c'est rare. On est loin de l'analyse habituelle où je comprends pas, je vois pas la valeur. Là, c'est vraiment, t'as trop de signaux qui puent du cul, qui puent du BitConnect, OneCoin. C'est un truc de malade et ça me fait peur de ouf. Ouais, c'est une autre forme de Stephen d'une certaine manière. C'est genre, non, mais c'est pas walk to earn, c'est pas move to earn, là, c'est genre mine to earn un shitcoin. Mais depuis 5-6 ans, et puis ils sortent le jeton, et puis le jour où ça sort, les gens veulent pas vendre. C'est un putain de scandale. Genre, le truc, il existe depuis je sais pas combien d'années, et d'un coup, on pète un plomb, on se réveille, listé 17 milliards, t'as la terre entière qui le trade. Et les gens peuvent pas le vendre. Et les gens peuvent pas le vendre, c'est quel multivers, ça? Mais par contre, t'as quand même des pièces d'identité qui sont collectées. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui a dit ils ont vendu les infos KYC, bah bravo à eux, business model carré. Ils ont peut-être fait plus d'argent avec ça qu'avec... Non, après, avec leur jeton à 17 milliards, je pense qu'ils ont pris de l'oseille quand même. Hein. Ouais, ils ont fait tourner des téléphones pendant 6 ans, ils ont quelques tokens. Picsou le rageux, il a pas miné. Ouh, bouh. La honte, putain. Mais du coup, ça, et puis après, cette semaine, on n'a pas eu beaucoup d'autres news. Je sais pas si on a loupé... Dans le chat, vous pouvez nous dire. Je sais que j'ai vu passer la Bank of America qui disait que dès qu'il y avait la régulation, OK pour le faire, ils allaient lancer leur stablecoin. Ouais, mais ça c'est... Même on a vu Citadel qui voulait market maker. Citadel en market maker. On avait Kanye West aussi la semaine dernière qui voulait lancer un token cette semaine, mais qui ne l'a pas fait du coup. Il ne l'a pas fait, ouais. Et qui s'est fait du coup... Enfin, qui a vendu son compte pour que des gens essayent de lancer un token à sa place. Donc encore une belle semaine en
quelle chance. Ah, vraiment. Mais non, franchement, honnêtement, j'ai vu qu'il y avait des gens qui me disaient est-ce que la partie de Picsou est déjà passée, etc. Moi, c'est très simple. BTC, si on clôture comme ça dans 4h40, en vrai, c'est un vrai bon premier signal. Mais moi, ce qui me fait chier, honnêtement, c'est la taille de la mèche. Parce que statistiquement, je sais pas si c'est déjà arrivé qu'on laisse une mèche comme ça sans jamais la retester, quoi. Or, la retester, ça voudrait dire qu'on ressort du range d'une certaine manière. Donc, je vais surveiller un petit peu tout ça de près. Donc, dans tous les cas, ce qui me permettra ou non de me réexposer au marché ou aux altcoins ou peu importe ces histoires, ce sera BTC. Et tout ce qui est en dehors de BTC n'est qu'une conséquence de... Enfin, tous mes positionnements hors BTC sont une conséquence de BTC dans tous les cas. Donc, c'est pour ça que je regarde uniquement BTC. Et puis voilà, hein, j'ai été fil un peu plus bas, mais j'ai pas eu... énormément d'ordres qui se sont fait fil, mais suffisamment déjà pour être content. Et est-ce que j'ai envie de racheter ici actuellement? Non. Comme on l'a expliqué, c'est l'ancien bad range, c'est une résistance weekly, mensuelle, etc. On peut très bien la casser en deux instantanément et partir en ligne droite. C'est aussi quelque chose qui est possible. Mais moi, actuellement, ça m'intéresse pas trop. Et comme je l'ai expliqué en début d'émission, je vais surtout attendre qu'on nous donne plus d'informations sur la news qu'on a eue aujourd'hui du côté de l'administration Trump et de Trump en lui-même. Donc voilà, j'ai aussi un petit peu d'ordres qui ont été fil sur Hype. Hype qui a un petit peu du mal, mais qui fait toujours autant de revenus, de buyback, etc. Et c'est du supply qui est sorti de la circulation. C'est ça qui est bien. Et c'est surtout que, en fait, je me dis qu'on commence à avoir un protocole qui ramène, disons quoi, 600 millions de buyback du token par an au rythme actuel, alors que le rythme est plus ou moins stable. Pour un market cap de quoi de 6 milliards. Donc en fait, t'as à peu près 10% du supply en circulation qui est buy par an, au rythme actuel. Donc forcément, c'est ce que j'expliquais. Pour moi, hors BTC ETH qui ont un ETF, pour moi, c'est la seule altcoin qui a une pression acheteuse assez forte. Après, est-ce que les coins américains de Trump, les ADA, les Cardano Sol, etc., ça va être inclus dans ça? D'une certaine manière, ça peut. Va falloir surveiller. Mais moi, je regarde surtout BTC Hype. J'ai bit du Hype, j'ai été un petit peu fil. Pareil sur BTC, et maintenant, je vais patienter, je m'assorte sur mes mains. Comme j'expliquais, j'ai pris des profits aujourd'hui, donc ça me fait plus de stablecoin pour acheter. Dans tous les cas, tous les prix auxquels j'ai vendu, ils sont supérieurs au prix actuel. Et après, voilà, si j'ai l'occasion de me réexposer au marché, etc., je le ferai avec plaisir. C'est juste que, pour l'instant, je ressens pas trop l'urgence de le faire. Et Solana, maintenant qu'il a pump, t'en dis quoi? Pour moi, rien n'a changé, en vrai. Enfin, c'est ce que j'expliquais un petit peu avant. Globalement, pour faire très simple, t'as ton range ici dans lequel on était, avec une petite déviation en dessous, une petite déviation au-dessus. On break le range, on le reteste, tout va bien. On reteste, ok, ça va. Hop, on revient, on reteste une deuxième fois le même niveau. Dans une dynamique haussière, t'as envie de garder des creux ascendants et des sommets ascendants. Donc là, c'est quelque chose que tu perds. Et sur ce dump, on reteste parfaitement le bad range pour derrière essayer de bounce et de rebondir près du haut de range. Donc en fait, tout ce que ça me dit, c'est que Sol a juste réintégré le range dans lequel il était auparavant. Et est-ce que ça me donne extrêmement envie d'acheter? Franchement, pour l'instant, non. Soit en bad range, beaucoup plus en tout cas. Ouais. Non, même pas. Même pas? Enfin, moi, ça m'intéresse pas d'acheter un niveau qui a été retesté 14 milliards de fois, quoi. Ok. Surtout que quand tu te mets en log, globalement, il n'y a rien entre là et là, quoi. Enfin, il n'y a pas grand-chose, quoi. T'as ce niveau ici, à $80, et puis après, t'as plein jusqu'à 40, quoi. Donc, je suis pas en train de dire que c'est la fin du monde sur Sol, mais c'est juste que moi, de mon prisme, ce qui m'intéresse, c'est idéalement un achat en reload zone, quoi. Cette info me plaît pas, donc elle est fausse. On a perdu les 38, on a perdu plein de EMA. Tu vois, si tu regardes dans la reload zone bull, elle est ici. Les 38%, on les a perdus. On a perdu la dynamique de marché. D'un point de vue EMA, en weekly, actuellement, on est toujours en dessous et ça croise à la baisse. En 3 jours, on reteste ces EMA en tant que résistance et c'est l'ancien haut de range et c'est les 38%. En daily, pour l'instant, on stat. Il y a juste le mensuel sur lequel les EMA sont bullish, et sur lequel on garde des creux ascendants d'une certaine manière, mais tu peux argumenter le fait que on a perdu ces creux et que la dynamique a été cassée ici. Donc moi, personnellement, sur Sol, c'est très simple. Je l'ai expliqué sur Twitter de manière ultra claire en plus. C'est soit on va me filer dans cette zone ici, pour faire très simple, ici, soit on reprend les 38% et on remet une dynamique haussière avec un petit peu de latérisation, quelque chose, etc. Mais voilà, je patiente encore une fois, c'est pas très intéressant à dire, mais le tweet qu'on a eu aujourd'hui, à mon sens, ne change pas du tout au tout instantanément. Genre, il va falloir attendre, donner du temps, et puis après on avisera, quoi. Alors je fais la voix off des films, mais non, même pas de voix off. En gros, pour ceux qui nous écoutent, faut savoir que
l'idée, c'est pas d'acheter le bottom absolu et de vendre et de dire je suis le meilleur. L'idée, c'est d'éviter de perdre de l'argent et d'en gagner. Et c'est pour ça que Léo, tu es capable d'avoir plusieurs scénarios où tu dis, bon, bah, si ça revient dans une zone beaucoup plus bas, pour moi, c'est des zones où on a bien assommé déjà beaucoup de monde et du coup, il y a un potentiel de rebond qui me vient, qui te convient. Et si on repasse au-dessus des 38%, comme tu le disais aussi, ça veut dire qu'on reprend une tendance qui est plutôt haussière et là aussi ça te plaît, donc tu as envie de rentrer. En fait, j'aimerais résumer la chose de manière encore plus simple, c'est lorsque vous achetez quelque chose, vous devez avoir une idée assez claire du moment où vous sortez de cette position, que ce soit pour prendre des profits ou pour couper la position en perte. Et le truc, c'est que si je suis dans une situation où j'ai envie d'acheter, mais j'ai aucune invalidation claire, c'est un peu la porte, à part si j'ai un profil investisseur et je me dis c'est pour le long terme, etc. Et qu'on soit clair, acheter des ALT pour le long terme, ça s'est jamais bien passé, ou très rarement. Donc ce que je me dis, du coup, sur BTC, on peut être un peu plus hasardeux parce que c'est un actif qui garde de la durée dans le terme, on peut se positionner en tant qu'investisseur par défaut dedans, d'une certaine manière. Mais c'est juste que je peux pas acheter une altcoin sans savoir quand je vais sortir et à quel prix je vais sortir. Et sincèrement, acheter ici pour me dire je mets mon SL ici, bah ça me va pas parce que ça veut dire que je vais me faire SL sur un support ou proche de la zone long terme qui m'intéresse. Donc non en fait, tu vois. Par contre, si j'ai quelque chose qui est un peu plus encadré, tu vois, genre j'ai mon range, j'ai une déviation, retest, on monte. Et d'ailleurs, c'est là où je suis redevenu boule un peu sur sol. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est le moment où on a commencé à faire des clôtures au-dessus, à tenir, etc. Là, ça m'intéresse parce que je sais que, par exemple, je peux mettre mon SL ici ou je sais pas, je peux mettre à d'autres endroits. Mais là, actuellement, j'achète où pour vendre où pour me sortir de ce pétrin où si jamais ça baisse, j'en ai aucune foutue idée, tu vois. Sur Ether, c'est aussi compliqué parce que genre, je vais acheter quoi? Imaginons, je veux acheter de l'Ether, j'achète là, je mets mon SL où je le mets là, et pour autant, long terme, ici, tu as un niveau de support en mensuel. Donc, ça veut dire que je couperai ma position sur Ether sur un niveau mensuel assez intéressant. Et en reload zone acheteuse long terme, si tu traces les fibos sur toute cette hausse depuis le bottom. Donc, en fait, c'est un peu des localisations de merde ou des endroits où c'est compliqué d'encadrer ton risque. À part peut-être si j'ai quelque chose en low time frame, tu vois, mais pour moi, actuellement, c'est trop dur d'acheter en tant que trader. En tant qu'investisseur, ça se voit un peu plus, mais je n'ai pas une opinion non plus oméga ultra bullish, par exemple, sur Ether, ni sur Sol. Surtout qu'en plus de ça, Sol a fait une belle chasse de top ici et montre de la faiblesse, en fait, depuis qu'on a perdu ce lot et ce retest ici. Donc non, en fait, juste un chill guy, quoi. Juste se donner du temps en fait, agir dans l'urgence sans plan, etc. Par expérience, ça a été le meilleur moyen de me faire déchirer en fait. Et j'ai pas envie de rentrer dans une position au hasard parce qu'en fait je sais que si jamais elle me met dans une position inconfortable du style je commence à perdre de l'argent, c'est les émotions qui vont prendre le pas sur le rationnel, sur le plan, et je vais me retrouver à faire des bêtises. Donc ça veut pas pour autant dire qu'on prend jamais de position et qu'on n'est jamais obligé de faire des compromis. Mais en tout cas, je ferai pas de compromis sur mon invalidation et sur le risk-reward que ça me donne. Et actuellement, je l'ai pas. Mais après, tu vois, genre sur des AAV, des trucs comme ça et tout, genre c'est beaucoup plus intéressant. Tu vois, parce que sur AAV, typiquement, tu retraces 61 à 70% de toute la hausse qu'on a eue depuis ce bottom-là, qui est le moment où on a vraiment commencé à accélérer vers le haut, tu vois. Et à ce moment-là, c'est pour ça que je vous disais sur AAV, j'étais assez intéressé d'acheter cette zone ici, par exemple. Mais le truc, c'est que c'est intéressant d'acheter cette zone ici sur AAV, mais mon biais sur BTC est pas genre ultra bullish actuellement, tu vois. Donc genre même si j'achète une zone qui est optimale sur AAV, si mon biais il va pas forcément dans le même sens pour le moment sur BTC que sur AAV, c'est un peu problématique quoi. Donc évidemment, il y a un moment où tu prends du risque, il y a des gens qui essayent d'anticiper. Moi, je suis OK d'anticiper très fortement sur BTC ou sur des énormes moves de panique sur les alts. Mais autrement, je préfère attendre plus de consolidation et des structures et une confirmation sur BTC plutôt que d'acheter les yeux fermés, quoi. Donc je peux panic buy sur BTC, mais panic buy sur les altcoins, c'est plus compliqué. Très clair. Alors pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, sachez que c'est une émission qui se passe très généralement les dimanches à 19h, sinon les lundis à 19h, mais en tout cas on se fixe 19h. Voilà, ça se passe sur Twitch, chaîne Capet Le Vrai, chaîne 0xPixou. La rediffusion se fait le jour suivant sur YouTube, sur la chaîne de Coin Academy. À chaque fois, on parle d'actualité, de fondamentaux et d'analyse technique. Là, on a parlé plus d'analyse technique parce que justement, les annonces très récentes ont fait que ça donne le sentiment que le marché est en train de changer. Et on a un discours de Léo Pixou qui nous dit que oui, ça peut changer, mais patience.
Je tempère, tu vois. Et il y a quelqu'un qui me dit, on parle de réserve stratégique du premier pays du monde et t'es pas bullish, tu attends quoi? Bah, j'attends un plan concret, peut-être. Par exemple, typiquement, savoir quand est-ce qu'ils veulent acheter, dans quelle proportion, quand est-ce que ce sera voté, quand est-ce que ça pourrait être voté, et quand est-ce qu'on arrête le putain de blabla à dose d'annonce et qu'on passe concrètement aux choses. Sur la partie régulation, il a tenu sa parole. Donc sur les réserves stratégiques, à mon sens, il va probablement tenir sa parole. C'est juste qu'on n'a aucune foutue idée de quand ce sera le cas, en fait. Il a l'air de vouloir avancer vite, et en vrai, c'est une bonne chose. C'est juste que, bah, en fait, imaginons, ça se fait que dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 1 an, ça veut dire que je me serais hype pendant 2 heures sur un truc qui arrivera peut-être dans 3, 6 mois, 1 an. Peut-être que le marché va vouloir souffler, peut-être que, voilà, j'en sais rien. Donc, je préfère attendre. J'ai pas d'urgence. Il n'y a pas de... Alors, si je ne m'expose pas au marché, je ne vais pas exploser. Tout va bien se passer, quoi. C'est juste que quand j'ai envie de re-in sur le marché, j'ai envie de le faire dans les meilleures conditions possibles. Parce que n'oubliez pas que j'ai vendu quand même à un prix qui était plutôt bon et que c'est pas pour genre re-in nécessairement dans le pump d'après me faire full retrace. Parce qu'en fait, si je rachète ici sur BTC, où est-ce que je mets mon invalidation? Où est-ce que j'arrête? Où est-ce que je coupe? Je peux y aller au hasard en mode investisseur, mais bon, c'est hasardeux, quoi. Donc, en gros, ce que tu nous dis, c'est on n'est pas sauvé. Pourquoi je dis ça? C'est évident, mais pourquoi je dis ça? Parce que là, les gens, il n'y a pas si longtemps encore, on leur a dit prenez des profits, potentiellement. Ils ne l'ont pas fait, potentiellement. Là, on revient sur les mêmes niveaux de prix. Donc, ils ont une autre opportunité, peut-être, de se protéger, qui vont potentiellement pas prendre. Et en fait, s'ils apprennent pas. Mais c'est une question de conviction. Moi, personnellement, je dis ça, je suis quasiment à 100% de mon capital sur ce marché. C'est un choix que j'ai fait. Ça va décaisser petit à petit, progressivement. Voilà. En fait, c'est le message, tu vois, que je montre du chat, il est assez clair. C'est que, en fait, moi, je parle pour moi, en fait. Je parle dans ma situation. Peut-être que si j'étais dans le marché, je le verrais différemment. Mais là, en fait, si j'étais dans le marché, j'étais full patate dans le marché, je serais pas en mode on est sauvé ou so back. Je serais en mode attention, tu vois. Parce que genre là, on reteste le bas du précédent range, on reteste une résistance weekly, mensuelle. Fondamentalement, je sais pas si les choses ont beaucoup changé, ou peut-être c'est le timing qui s'accélère, je sais pas. Mais voilà, je sais pas, moi je trouve, j'ai du mal à me dire que je vais acheter ici parce que ça veut dire que j'ai une invalidation ici, ça veut dire que je dois targeter au minimum genre peut-être un 130, 150K pour avoir un risk reward qui est acceptable, quoi. Mais c'est possible qu'on y aille en ligne droite, tu vois, mais enfin, actuellement, tranquille. Quelle est la chaîne du 3e intervenant, s'il vous plaît? C'est 0x aigri sur YouTube. J'envoie. Et moi, ce qui me déstabilise honnêtement, c'est aussi la longueur de cette mèche. Je vais le redire, mais en weekly, on a rarement eu des mèches comme ça qui n'ont pas été retestées. Ou là, pour créer des bottoms. Après un tel run, en fait. Bah, donc, même quand tu prends... Moi, j'ai... Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais pour moi, la configuration, elle est similaire à ce qu'on avait vécu en août 2024. Tu vois, la grosse liquidation qu'on a à 48, quelque chose comme ça. Genre, typiquement, c'est similaire, et pourtant, ça nous a pas empêché d'aller le retravailler un peu plus bas, tu vois. Et en termes de Fibonacci, etc., c'est des retracements qui étaient similaires, des 38,2 depuis les mois. Je me dis qu'on n'est pas là, tu vois. Genre, on peut très bien avoir un prix qui retravaille, qui nous donne du temps, etc., tu vois. C'est pour ça que, genre, ouais, tu vois, genre même acheter là, tu mets ton SL là, genre fallait targeter assez haut pour atteindre tes objectifs, tu vois, et ça le fait, tu vois, mais c'est juste que on essaye toujours de gratter le meilleur risk-reward, le meilleur ratio avec la validation la plus claire pour se positionner, tu vois. Genre là, c'est plus clair. Les gens sont sur les altcoins, etc. Donc c'est encore des trucs qui sont différents. À quel horizon de temps vous voulez les vendre? À quel horizon machin? C'est toujours des questions qui... Faut aussi que les gens arrivent à faire leur propre plan, tu vois, parce qu'ils ont des expositions qui sont complètement différentes, des prix d'entrée différents, des situations différentes. Donc faut que tout le monde puisse réussir à faire son plan. Sur l'année, je pense qu'on peut se dire qu'on est bull. Sur les 2 prochaines semaines, j'en sais trop rien. Et après, on essaye de préserver le capital au mieux. Et il y a des gens qui parlaient du coup de l'analyse technique, etc. En fait, pour moi, l'intérêt de l'analyse technique, dans un premier temps, c'est de déterminer les niveaux clés et dans l'unique objectif d'améliorer ton exécution, d'avoir une invalidation qui est claire et de bien gérer ton risque, en fait. C'est ça, en fait, l'analyse technique. C'est déterminer des niveaux clés ou des choses qui, statistiquement, te donnent un avantage et sur lesquelles tu peux te positionner avec un bon ratio risk-reward. L'analyse technique t'aide beaucoup
à mon sens, à identifier les tendances, mais surtout gérer ton risque, encadrer ton risque, etc. Tu vois. Et moi, c'est pour ça que j'utilise, et c'est pour ça que je vous parle de ces invalidations, de ces trucs, etc. quoi. J'ai vu que ça parlait de Tao. Moi, Tao, j'aime bien la localisation, mais il y a du chemin, quoi. Il y a du chemin. Et la question que je me pose, tu vois, et c'est une question qui est légitime, tu sais, et même pour des bons projets, tu vois, qu'est-ce qui se passe sur Tao? Trump, genre, accélère la création de la réserve stratégique américaine de crypto et commence à accumuler du ADA, du SOL, du XRP. Pourquoi j'aurais du Tao alors que je peux avoir genre du SOL, du ADA, du XRP? Enfin, je pousse le raisonnement, mais... Non, mais il est très bon. Hein. Il est très bon ton raisonnement, en gros. Moi, parce que tout à l'heure, je vous dis d'un côté, Picsou, il est dehors, et je vous dis en même temps que moi, je suis dedans, et vous allez vous dire, mais il est bizarre. C'est que moi, en fait, je ne vends pas mon Ether, j'ai vendu mon Sol au moment où tu as dit je vends, j'ai racheté mon Sol parce qu'au final, je me suis dit, j'aime ce Sol, je garde ce Sol. Et après, j'ai des petits trucs à gauche, à droite qui pèsent pas lourd, et j'ai surtout des très gros bacs qui sont liés à des pré-sales, des trucs comme ça, que je ne peux pas vendre, en fait. Et ce que je veux vous dire, c'est que personnellement, si je pouvais les vendre, j'aurais décaissé beaucoup plus. Et comme chaque mois, je vais pouvoir en vendre un peu, chaque mois, je vais décaisser parce que j'ai un multiplicateur par rapport à tout ça. Voilà. Donc, il y a des choses que je souhaite garder, mais je veux aussi accumuler un gros bac de stable sur cette année 2025. Moi, c'est ça mon plan. Il est très clair. Et il n'y a pas de target de prix, il y a de machin. Dès que je peux décaisser, je décaisse. Les gars, juste être clair, c'est pas une critique de Tao, c'est un constat sur ce qui peut se passer dans le marché. J'en ai aucune foutue idée. Mais juste, je réfléchis à ces éventualités, tu vois. Parce que tout le monde est en mode « Oh, trop bien, Trump, alt season, c'est parti, c'est parti ». Mais à ce moment-là, si c'est parti, qu'il achète vraiment, pourquoi j'achèterais pas ses alts à lui plutôt que les autres alts? C'est ce raisonnement-là, c'est pas une critique envers toutes les autres alts, c'est comme au moment, je le répète, c'est comme au moment où, là c'était très concret, hein, mais c'est comme le moment où BlackRock ont demandé des ETF sur BTC par exemple. Genre là, tu sais que il y a quelque chose qui bouge, qui change, tu vois. Et du coup, tu essayes de te positionner sur BTC parce que tu sais que tout le reste n'aura pas la liquidité de BlackRock. Là, il faut réfléchir de la même manière. Qui aura la liquidité des États-Unis? Et est-ce que c'est pas mieux de se positionner sur ces coins plutôt que le reste? Alors après, peut-être que tout va se généraliser, mais encore une fois, tout le monde fait l'apologie de il y a trop d'altcoins, tout ne peut pas pump en même temps. Bah, mon raisonnement tombe parfaitement dans ce truc de il y a peu d'alt qui vont pump, mais qui vont peut-être vraiment pump, tu vois. Mais je pense que tu as raison. Et c'est pour ça que moi, mon plan, comme je l'ai dit encore une fois, j'ai une grosse partie de mon capital qui est bloqué. Si j'avais un capital ultra liquide, ce qui m'intéresserait, ce serait BTC, ETH, SOL, Hype, Stablecoin. Et peut-être à la limite SUI. Et le reste, en fait, à part s'il y a des bêtes de localisation comme t'en parles, Léo, je crois que j'y mettrais même pas les pieds, en fait, en tant qu'investisseur, parce que le risque de me faire arracher m'embête profondément. J'en ai marre d'avoir un folio qui... je crois que j'ai passé l'âge de vouloir avoir un folio qui fasse le yo-yo. Donc, je suis prêt à attendre que ça prenne beaucoup plus de temps, mais que ça se fasse correctement, plutôt que d'avoir du simple au quintuple à longueur de temps. C'est un maxi qui parle, là. Un très, très grosse cap maxi. Et pas n'importe quelle grosse cap. BTC, ETH, SOL, Hype, me concernant. Les mecs qui enterrent Tao, on va bien rigoler fin 2025. Encore une fois, je pense pas que les gens critiquent nécessairement Tao dans le chat. Hein. Et si Tao fait x20, je suis très content pour tout le monde. Il y a rien, en fait. En fait, je pense que, tu vois, le fait que j'ai dit que j'avais vendu, etc., ça m'a fait encore plus prendre conscience que, en fait, on a tous des profils différents, tous des gestions différentes, on agit tous dans notre propre intérêt, et mon intérêt n'est pas forcément le vôtre. Genre, ma situation personnelle n'est pas la même que vous, donc mes intérêts sont pas forcément les mêmes, évidemment. Mais ouais. Je vois, il y a des gens qui me prennent mal, les gars, franchement... Et juste, on est un média crypto, donc ça ne m'empêchera pas de vous parler de tout l'écosystème, d'en parler en bien, d'en parler en moins bien. C'est juste que moi, j'ai besoin d'une garantie, et là, ma garantie, c'est des prix qui montent, c'est de voir des altcoins. C'est ça, j'ai besoin d'avoir la garantie que tu as des altcoins qui sont capables de tenir les moments les plus durs. Ça a été le cas de Solana, ça a été le cas d'Ethereum, quoi qu'on en dise, parce qu'Ethereum, on l'a vu en dessous des $100, hein, voilà. C'est pas le cas du reste, aussi simple que ça. Il y a des gens fous. Il y a des gens fous dans ce monde. Il y a des gens fous. Mais bref. Bon, en tout cas, les potes, je pense qu'on a fait le tour. Mais en tout cas, encore une fois, merci pour la force. On était, je crois, quasiment 1500 au pic de ce stream. Donc, c'est vraiment magnifique. Merci pour toute la force que vous nous donnez. Encore une fois, apaisez vos cœurs. Réfléchissez à vos intérêts personnels.
Ne vous Gagnez précipitez des sous. pas. Si vous n'êtes pas trader, ne mettez pas d'effet de levier. Ou si vous le faites, faites-le uniquement en ayant conscience de ce que vous faites et des risques que vous prenez. Mais voilà, faites vraiment attention à vous. Je reçois vraiment des messages de fous furieux parfois, des gens qui se font déglinguer, qui se font rect, etc. Ça arrive, mais il y a quand même pas mal de moyens de l'éviter. Donc voilà, juste prenez soin de vous, et encore une fois, très content d'avoir mes 2 chers compères pour ces lives le dimanche, ça fait plaisir. Merci aussi à Thomas qui amène des petites rubriques différentes de ce qu'on fait d'habitude. Et j'ai vu des messages très positifs dans le chat disant que tout se complétait bien. Donc ça fait extrêmement plaisir de lire ça, et voilà. Et merci à Bitpanda, bien entendu. Soutien habituel de Coin Academy. Vous avez le lien en description si vous souhaitez vous créer un compte et trader là-bas. Et je vous dis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire, et ciao tout le monde.